C'est comme un être vivant qui vous tape sur l'épaule. Les choses nous ont totalement échappé. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. On entendait la porte claquer au milieu de la nuit. Là, je me suis dit, il faut que je monte voir. Il faut que je monte voir parce que justement, si cette présence, elle est là, je veux la voir. À chaque fois, je suis terrorisée. J'ai été complètement paralysée par la peur. Ça m'a vraiment bouleversé. Je ne vous dirai pas qui je suis. Vous ne verrez jamais mon visage. Vous me croiserez sans me voir. Mon passé était glorieux. Dans mon métier, j'étais considéré comme le meilleur. Le meilleur. Jusqu'à ce jour maudit. Jusqu'à l'enquête de trop. Une violente polémique m'a fait tomber de mon piédestal. J'ai perdu ma réputation, mon travail, et beaucoup de mes proches m'ont tourné le dos. J'ai tout perdu. Mais je suis libre. Libre de continuer mes enquêtes, de traquer la vérité sur tout cet ailleurs qu'on nomme paranormal. Les maisons hantées. Depuis l'Antiquité, elles attisent notre curiosité. Source de fantasmes, mais aussi de cauchemars. Pour certains, aucun doute, elles existent. Pour d'autres, elles ne sont que le fruit de notre imagination, entretenues par quelques charlatans au commerce florissant. Moi, je n'avais pas d'avis tranché. La science prend-elle le sujet au sérieux? Ces milliers de témoignages aux quatre coins du monde, comment sont-ils considérés, ou mieux encore, expliqués par les plus grands chercheurs? Les maisons hantées sont-elles une réalité? Pourquoi les fantômes dérangent-ils autant? J'avais envie de savoir, de recueillir le maximum de témoignages, mais aussi de tenter d'apporter des preuves de l'existence des fantômes en expérimentant moi-même, s'il le fallait, ces manifestations de l'au-delà. Véronique et François sont amoureux des vieilles pierres. Leur passion est de retaper des demeures anciennes. En 2009, ils achètent ce château de conte de fées pour lui redonner tout son lustre. Elle est historienne, il est agriculteur. Avec cette acquisition, ils réalisent un rêve. Rien ne les prédisposait à être confrontés à des phénomènes paranormaux. D'après ce que j'avais appris, c'est toute une famille qui semblait avoir été bouleversée pour toujours. Il fallait que je les rencontre. Nous, on a acheté en mars 2009 et en fait, très rapidement après la signature de l'acte, on a eu des sensations d'être sans arrêt pied. Alors ça, c'est très subjectif, donc sur le coup, on s'en est pas vraiment parlé. Et après, les choses se sont accélérées, sensations tactiles, voix dans les escaliers en pierre. Je suis prisonnière. En fait, j'étais assise devant la cheminée ici et le rideau du couloir de la cuisine a bougé. Il y a eu comme un courant d'air et il y a une femme qui m'est apparue. Et puis, j'ai été complètement paralysée par la peur. Hein. Au départ, quand j'ai vu cette femme devant la cheminée, je ne savais pas qui c'était et donc je l'ai décrite après à mes parents. Et elle avait une coupe année quoi d'ailleurs? Année 20. Année 20, ouais, voilà. Et une robe aussi, une robe de fête. Hein. Je t'avais décrit un petit peu cette couleur rouge, un peu perlée, enfin une robe de soirée en fait. Et on a, en faisant des recherches, récupéré des photos et j'ai reconnu sur une photo le visage de cette femme dans une voiture. Cette femme passait tous ses étés à Fougeray. Elle était une amie de la famille Robin, propriétaire du château dans les années 20. Une famille de grands bourgeois qui coulaient ici des jours heureux entre fêtes mondaines et pique-niques champêtres. Le couple avait une fille, Alice. En 1924, elle vient de se marier avec le vicomte de France. Ses parents sont fiers de cette union avec un aristocrate. Elle est enceinte. Rien ne semble ternir ce bonheur tout neuf. Partout dans la maison, ces photos attiraient mon regard. J'ai eu le sentiment qu'elles jouaient un rôle important dans ce qui se passait ici.
qu'elle en était peut-être la clé. Sans savoir vraiment pourquoi, j'ai voulu aller voir sa tombe au cimetière du village. En arrivant devant la pierre tombale, stupéfaction. J'ai compris tout à coup pourquoi toutes les photos ne représentaient qu'une très jeune femme. Alice était morte le 13 novembre 1924, à 22 ans. Que s'était-il passé? Quelle malédiction avait pu briser son bonheur qui semblait sans nuage? De retour au château, j'ai voulu que Véronique me montre sa chambre et me raconte la suite de l'histoire d'Alice. Alors là, nous sommes dans la chambre d'Alice. Donc Alice, c'est une jeune fille qui est décédée en 1924 d'une double infection, puisqu'elle avait une infection rénale et elle avait une tuberculose. Et elle était mise en quarantaine en plus, un petit peu ici. Dans cette chambre, très vite, je me suis senti mal à l'aise, j'avais des frissons. C'est vrai, je ressentais une présence, et je n'étais pas le premier. Ma fille, en fait, qui m'a beaucoup aidée et qui est restée dormir là, elle se sentait souvent la nuit touchée à l'épaule, comme quelqu'un qui veut la réveiller, qui la secoue doucement, ou quelqu'un qui s'assoit à ses pieds. Et il s'avère un jour qu'elle a travaillé avec moi ici. Le soir, elle avait 42 fièvres et quand je l'ai amenée aux urgences, on m'a dit qu'elle avait cette même maladie qui a emporté Alice. Alors évidemment, aujourd'hui, grâce aux antibiotiques, il n'y a pas eu de souci, mais moi, j'ai très mal pris. Et en fait, c'est arrivé à beaucoup d'autres personnes après, des jeunes filles de cette tranche d'âge, en fait, d'avoir cette maladie quand elles restaient dormir ici. Donc maintenant, je laisse plus personne dormir ici entre 20 et 28 ans, je dirais. Alors je sais que ça peut paraître totalement incroyable qu'une entité transmette une maladie, puisque d'un point de vue scientifique, c'est une pure aberration. Une jeune femme qui transmettrait sa maladie à travers la mort? Difficile à croire. Pourtant, la coïncidence était troublante. Sincèrement, je dirais que les choses nous ont totalement échappé. On s'est retrouvés forcés de s'intéresser à des choses qu'on n'aurait jamais imaginées avant la signature. Enfin, vous imaginez pas tomber dans des trucs comme ça quand vous achetez une maison, quoi. Il y avait quelqu'un que je n'avais pas encore entendu à Fougeray. C'était François. Le mari de Véronique aurait vécu des choses qui ont bouleversé sa vie. Cet homme solide, terrien, semblait pourtant peu impressionnable. J'étais en train de travailler avec ma tronçonneuse, et puis la fatigue du boulot, tout ça, mais j'étais dans ce que je faisais, et c'est là que j'ai eu les tapes sur l'épaule. C'est une sensation qui est comme réelle, comme si c'était un être vivant qui vous tape sur l'épaule. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne, donc il y avait un problème. J'ai pas eu l'impression que c'était malveillant. Et je suis incapable de vous dire pourquoi, mais j'ai éprouvé le besoin de me justifier sur le fait que je coupais les arbres. J'étais là avec ma tronçonneuse et j'ai parlé presque à voix haute, comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi. Il a fallu que je lui explique que les arbres étaient morts et c'est pour ça que je les coupais. Sincèrement, ça m'a vraiment bouleversé dans le sens spirituel réel du terme. C'est-à-dire, là, je ne parle pas de religion ou je ne sais quoi. Je parle vraiment d'une notion de vie, de mort, de peut-être de vie après la mort. Moi, je ne suis pas habitué à tout ça. Je suis quelqu'un de terre à terre, je suis agriculteur. Vraiment, c'est ça, je ne comprends pas. En fait, j'attends des réponses. J'étais très touché par son témoignage. Je sentais sa sincérité et le questionnement qui rongeait sa vie, confinant à l'obsession. J'ai vendu une partie de mon patrimoine pour subvenir aux besoins financiers du château, mais pour connaître la suite. Je veux connaître la suite. François et Véronique ont donc décidé de tout mettre en œuvre pour savoir si le château était vraiment hanté, pour connaître la vérité sur ce qui s'y passait. Au début, c'est vrai qu'on a appelé des médiums pour comprendre. Après, il y a beaucoup de médiums qui tapaient à la porte. Alors, il a fallu qu'on fasse un tri considérable, parce qu'on a quand même beaucoup d'escrocs aussi dans ce milieu, malheureusement. Moi, maintenant, je me cantonne à quelques-uns. Je sais que c'est des gens tout à fait fiables. Et quand vraiment je me pose beaucoup de questions, ils viennent et ils font ce que moi j'appelle des prises de contact. Et ils arrivent comme ça à avoir des communications en clairaudience. J'avais entendu parler de ces communications en clairaudience.
ces séances où des médiums discuteraient directement avec les esprits. Mais je n'y avais jamais assisté. Je demandais donc à Véronique d'organiser une rencontre avec l'une d'entre eux. Nadège dit communiquer régulièrement avec l'esprit d'un homme, Félix, qui aurait vécu au château il y a environ 2 siècles, bien avant la famille d'Alice donc. J'espérais obtenir quelques réponses, mieux encore, recueillir peut-être des preuves. Dans cette pièce, en fait, il y a eu beaucoup de souffrance. Lui, Félix, a une vie pas facile. Il dit, j'arrive à en parler maintenant. C'est une discussion toujours entre leur monde et le nôtre. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où quand ils ont envie de dire quelque chose, quelle que soit l'heure, ça peut être en pleine nuit, ils viendront et ils vous le feront entendre. Alors, il y a des fois, j'ai des messages pour Véronique, peut être en pleine nuit, et moi, il faut que je note parce que j'oublie tout. Je ne sais pas si Nadège a vraiment le don de communiquer en clairaudience avec les esprits. En tout cas, elle ne put m'en fournir la preuve formelle. Et pourtant, les preuves, c'est précisément ce que j'étais venu chercher ici, à Fougeray. Il fallait donc que j'aille plus loin. Véronique m'avait parlé de photos, d'enregistrements. Avait-elle réellement pu saisir des traces de ces phénomènes inexpliqués? La première photo était troublante. En haut, à droite, je distinguais derrière cette fenêtre une forme étrange. L'autre photo était plus parlante encore. Au premier regard, un simple nuage de fumée. Mais en observant mieux, je découvris le profil d'une femme. Et ce qui me troubla le plus, ce furent les enregistrements de voix venues d'ailleurs, saisis avec un dictaphone par Véronique. Sur celui-ci, une voix d'homme, mais je ne parvins pas à comprendre ce qu'il disait. Sur l'autre, j'entendis distinctement « T'es qui ?» prononcé par une voix qui, Véronique me l'affirma, n'appartenait à aucune des personnes présentes. T'es qui? S'il vous plaît, avec un appareil, une photo normale. T'es qui? S'il vous plaît, avec un appareil, une photo normale. Je vous assure que des fois, quand j'en ai marre, mon échappatoire, c'est de me dire que finalement, tout ça, c'est peut-être une espèce d'hystérie collective, j'en sais rien, et que il n'y a vraiment rien après la mort, et que quelque part, ça nous rassurerait qu'il y ait quelque chose finalement, et que c'est de la surinterprétation. Moi aussi, des fois, je me dis ça, je me dis, mais on est tous fous peut-être, je sais pas, c'est assez... Je pense pas que je sois folle, et j'ai arrêté de me poser la question, honnêtement, parce que c'est vrai qu'au début, on a tous cru un petit peu qu'on hallucinait, on s'est posé vraiment des questions sur nous-mêmes, mais moi, oui, j'y crois, honnêtement. Tout cela était pour le moins étonnant. Des photos, des sons d'origine mystérieuse, une jeune fille qui transmettrait sa maladie à travers la mort, un esprit prisonnier des lieux. Des sensations, mais pas de certitude. Je quittais cependant la famille Geoffroy avec le sentiment de leur totale sincérité. Ces gens n'avaient aucune raison d'inventer de telles histoires. Cela me rappelait une autre affaire, que vous connaissez peut-être. Amityville. Cette maison a défrayé la chronique dans le monde entier et inspiré le cinéma. Dans la nuit du 14 novembre 1974, le fils aîné de la famille de Feo s'empare d'un fusil calibre 35 et assassine ses parents et ses 4 frères et sœurs pendant leur sommeil. Les déclarations de la famille Lutz, qui racheta la maison en 1975, alimentèrent les curiosités macabres. Il y avait des odeurs dans la maison. On entendait la porte claquer au milieu de la nuit. Avant même d'emménager dans cette demeure, les Lutz décident de demander à un prêtre de venir la bénir. Dans la chambre où les 2 plus jeunes garçons étaient morts, il jure qu'une voix forte provenant de nulle part lui avait dit « Va-t'en ». Je découvris aussi le témoignage de Lorraine Warren, une médium venue examiner la maison. Lorsque je me suis retrouvée dans cette pièce, je me suis dit que je n'avais jamais été aussi proche de l'enfer. Parmi ces archives, ces photos surprenantes. Toutes semblent avoir été prises au même moment. Les clichés sont vides, mais sur la dernière, dans le coin à gauche, apparaît un visage de petit garçon. Si on choisit de croire Lutz, il semblait évident que la maison avait été le théâtre de phénomènes inexplicables. Je suis couché dans mon lit et je suis incapable de me lever. Rien ne m'en empêche et pourtant je ne peux pas bouger. J'entends le lit de mes enfants se déplacer au-dessus. Je les entends cogner contre le sol.
et je suis incapable de me lever pour les aider. Nous savons ce qui nous est arrivé et nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Terrifiés, les Lutz fuient au bout de 28 jours en abandonnant pratiquement tout ce qu'ils possédaient sur place. Business is business. Je découvris un site américain spécialisé dans le commerce de maisons hantées. Aux États-Unis, c'est maintenant un phénomène de société. 37% des habitants du pays y croient et 16% affirment avoir déjà vu un fantôme. Le site Dining House vous permet même de savoir si quelqu'un est mort dans votre maison. Ainsi, cette magnifique demeure de Los Angeles. Comme la maison d'Amityville, elle serait hantée. Cependant, le fantôme serait identifié. Il s'agirait de son précédent occupant, l'acteur Ozzie Nelson. Il ouvrirait les portes, les fenêtres et irait même jusqu'à dormir auprès des habitantes. Les acquéreurs se sont battus pour la voir, elle a été vendue plus de 2 millions d'euros. Cela signifie-t-il que des agences sont capables, outre-Atlantique, de prouver que certaines maisons sont hantées? Pourquoi ne pas suivre cette piste? Il existe aux États-Unis un marché de la maison hantée qui génère, dit-on, jusqu'à 1 milliard de dollars de revenus chaque année. Alors, les agences spécialisées aux États-Unis ne garantissent pas que la maison soit hantée. En tous les cas, personne ne viendra taper dans les tuyaux durant la nuit. Par contre, ce qu'elles garantissent, c'est le passé. C'est ce qui s'est déroulé dans cette maison, notamment quand il s'est passé quelque chose de sordide. Fausse piste donc. Aucun agent immobilier américain ne pourra me garantir qu'une maison est bel et bien hantée. Pourtant, ici, même les stars sont attirés par le surnaturel et le morbide. David Beckham n'a d'ailleurs pas hésité à débourser près de 40 millions de dollars pour acquérir la demeure de Gianni Versace, assassiné en 1997 de 2 balles dans la tête. Mais moi, ce sont des preuves que je cherchais. Comme dans cette histoire, par exemple, qui se passait non loin de Villeneuve-d'Ascq. Cette villa, bâtie en 1939, aurait été le théâtre de la mort mystérieuse de l'enfant des premiers propriétaires. Depuis, de nombreuses rumeurs faisaient écho de phénomènes terrifiants. Rires et pleurs d'enfants, bruit de pas. Les propriétaires successifs auraient quitté les lieux terrorisés. L'un d'entre eux se serait même pendu. Tous les propriétaires, donc il y en a eu 3 ou 4 je pense, sont tous morts de morts mystérieuses, si vous voulez, sans explication, et ils sont tous morts dans cette maison. En contactant les nouveaux occupants, je découvris qu'il fut question de démolir cette maison maudite, mais sans jamais y parvenir, en raison de mystérieuses pannes successives de matériel. Chaque fois que cette maison a été rachetée, il y a eu des travaux de fait, et par exemple il y a eu des choses bizarres comme les ouvriers revenaient le lendemain, la maçonnerie était tombée, après ça n'allait jamais. L'une de mes sources m'apprit que depuis 3 ans, c'était le pasteur Emmanuel Kamonji qui s'y était installé. Nous sommes quand même des croyants, nous prions Dieu et par sa grâce et sa force, nous pouvons arriver quand même à vaincre les puissances du mal s'il y en avait dans la maison. Surprenant, les protestants envoient l'un de leurs pasteurs afin de chasser le mal de la maison d'Em. Plus troublant encore, sur le site du diocèse d'Évreux, l'église catholique, généralement réticente à reconnaître ce genre de phénomène, tient pour acquis le fait que la petite église d'Incarville soit hantée par l'abbé Gilbert de la Mare, curé des lieux jusqu'en 1949. Personne ne souhaitait m'en parler, le sujet semblait tabou. Cependant, j'ai appris que l'homme reviendrait régulièrement sur place et qu'il serait possible, à certaines occasions, d'entendre son souffle dans les allées de l'édifice. Depuis toujours, ce sont les mêmes manifestations qui sont décrites. Déjà, au 1er siècle après Jésus-Christ, l'auteur Pline le Jeune, célèbre pour avoir décrit l'éruption de Pompéi, parle de bruits suspects, de voix, d'apparitions, de frissons, de messages de l'au-delà, d'odeurs, de sensations d'être observé et même touché. Tout ce qui fait les maisons hantées. En France, des chercheurs se sont penchés sur la question. Stéphanie Sauget, par exemple, est agrégée et docteur en histoire contemporaine. Elle a mené l'enquête et en a même tiré un livre. Je voulais recueillir son opinion. Il y a une première tradition, on va dire, de maisons hantées depuis l'Antiquité, qui persiste dans les croyances populaires, qui sont les maisons hantées par les farfadets, les lutins, des esprits un peu familiers, mais voilà, plus ou moins maléfiques ou plus ou moins bénéfiques d'ailleurs. Ensuite, il y a des maisons hantées nouvelles qui apparaissent au XIXe siècle, qui sont les maisons hantées par les esprits du spiritisme. Le spiritisme, ça apparaît aux États-Unis à partir de 1848. C'est l'un des phénomènes religieux ou spirituels qui se répand le plus vite
Et c'est aussi l'un des premiers phénomènes qui se répand des États-Unis vers l'Europe, vers le vieux continent. Et donc, on voit disparaître le fantôme, on va dire, du début du 19e siècle, hein, celui avec le drap sur la tête, la lourde chaîne qui traîne. On va dire que ce qui hante les maisons, ce sont plutôt des esprits frappeurs. Au 19e siècle, ce qui change, c'est qu'on essaye de communiquer avec les esprits. Les sœurs Fox, Margaret, Leah et Kate sont américaines. En 1848, elles ont affaire au fantôme turbulent d'un colporteur assassiné quelques années auparavant. Cet esprit tourmenté se manifestait par des déplacements de meubles et par des coups répétés. Les trois sœurs se passionnent pour le sujet et vont même jusqu'à inventer un alphabet afin de communiquer avec les défunts. Le fameux alphabet spirit. Le spiritisme est né. Plus les années passent et plus il y a une surenchère dans ces phénomènes dits paranormaux. Ça commence avec des coups frappés. Et puis ensuite, on va vers de l'écriture automatique. On invente aussi la planchette pour essayer de communiquer de manière un petit peu plus élaborée. Et puis, alors beaucoup plus spectaculaire, on va avoir les photographies de fantômes, les photographies spirit. Ça naît aux États-Unis au milieu des années 1860, ça vient en France au début des années 1870. Et puis, plus extraordinaire encore, les médiums vont produire ce qui commence à s'appeler, fin du 19e siècle, des ectoplasmes, c'est-à-dire qu'elles vont chercher à matérialiser l'esprit, le fantôme. Et donc pendant des séances, on va voir se produire de leur corps, de leurs doigts, de leur nombril, de leur bouche, de leurs oreilles, des espèces de substances blanchâtres. Disons qu'en fait, le 19e siècle, pour moi, c'est le moment où tout se met en place. Et à mon avis, la maison hantée est fascinante parce que c'est un révélateur, c'est une boîte noire et ça nous apprend plein de choses sur notre humanité. Ces supposées manifestations de l'au-delà ont donc toujours été décrites. En revanche, en fonction des civilisations et des époques, on les attribue soit à des lutins, des farfadets ou alors à des entités, des fantômes qui reviendraient nous hanter. Ce qui est sûr, c'est que le sujet nous passionne, nous attire autant qu'il nous inquiète. Pourquoi ? Mon enquête me conduisit chez Catherine Muller, docteure en psychologie. Idéale pour m'expliquer les mécanismes de l'esprit humain. La croyance dans un autre monde, dans l'âme éternelle, c'est l'idée que peut-être que les gens que nous aimons vont disparaître, mais on aura quand même un contact avec eux. À la fois, effectivement, ça fait peur parce qu'on ne sait pas ce que c'est, que notre intelligence ne peut pas le percevoir, ne peut pas le toucher. C'est très flou, c'est quelque chose qui est dans un autre monde, on ne sait pas vraiment ce que c'est, on ne sait pas où c'est, donc c'est forcément angoissant comme de l'inconnu. Mais en même temps, comme ça nous dit que quand on est mort, on n'est pas mort, et que c'est exactement ce qu'on a besoin de croire, c'est aussi très rassurant. Raison pour laquelle les humains ont toujours cru aux fantômes. Dans les cultures où on croit aux fantômes, il y a toujours des rituels de magie. Parce que qui dit fantôme dit process pour rentrer en contact avec eux, les calmer si on pense qu'ils sont dangereux, les gratifier si on pense qu'ils sont bienfaisants. Et ça, ce sont toujours des rituels de magie. Et la magie est liée à des processus infantiles qui font qu'on croit que sa pensée est toute puissante et qu'il suffit qu'on pense quelque chose très fort pour que ça se réalise. Le réel et la science nous disent que, bien entendu, tout ça est faux. Pourtant, toutes ces personnes que j'avais rencontrées, et j'en suis persuadé, n'avaient pas inventé ce qu'elles m'avaient raconté. Par un ami anglais, ancien journaliste, j'avais eu connaissance d'une expérience inédite. À Londres, le psychologue Chris French, spécialiste des expériences inhabituelles, avait tenté de savoir si les apparitions, bruits et autres sensations de présence ne pourraient pas être attribuées à des phénomènes naturels. Certains scientifiques, sceptiques sur les visiteurs de l'au-delà, ont constaté dans les maisons hantées un degré d'humidité supérieur à la normale, des variations de température, la présence de champs électromagnétiques ainsi que des infrasons. Ces simples éléments techniques pourraient-ils être les vrais responsables d'hallucinations ou même de sensations ?
Chris French et son équipe vont donc faire subir à des volontaires ces mêmes variations de température, des champs électromagnétiques et des infrasons. Les sujets ne savaient rien de l'expérience, ils devaient juste donner leurs impressions. J'ai eu la sensation d'avoir quelqu'un derrière moi. Ma vision a commencé à se déformer. Cet endroit paraissait sûr. De l'autre côté, j'entendais des murmures. J'ai entendu tousser derrière moi, puis devant moi. Une présence, des frictions le long de la colonne vertébrale ou encore des hallucinations visuelles. Il semblerait donc que l'environnement physique joue un rôle important dans la sensation. Cependant, alors que je pensais tenir une des clés du problème, je tombais sur un dernier témoignage. Ce garçon a été envoyé dans une pièce neutre, sans aucun infrason, champ électromagnétique ou variation de température. Les choses ont commencé à bouger et à s'animer autour de moi. Ce témoignage a modulé la certitude qui commençait à émerger dans mon esprit. Les données objectives ne suffisaient donc pas. Une part de mystère demeurait bel et bien. Alors, pourquoi ne pas organiser moi-même une expérience dont je maîtriserais tous les paramètres? Pendant des jours, je cherchais une maison réputée hantée et des témoignages fiables. Stéphanie vit dans cette maison dans le sud-ouest avec sa famille depuis environ 2 ans. Des bruits, des portes qui grincent, depuis le début, des choses mystérieuses se produisent. Pierre Jonas est médium, l'un des plus réputés d'après mes informations. Lui aussi va participer à cette expérience. Pour que rien ne vienne interférer, c'est moi qui filme. Je visite la maison avant lui, il n'interviendra qu'après. C'est ici, dans la chambre de Morgane, que tout s'est passé la première fois. On a entendu donc un bruit de se lever du lit. On a bien entendu donc un petit grincement de lit et marcher jusqu'à la porte et traverser les autres pièces. Mais tout a commencé dans cette chambre. Donc avec mon mari, on s'est regardé, mon époux, on a dit « Mais non, ça c'est pas le bois qui craque là. » Ah non, non, non. Là, on a bien entendu en plus le lit grincer et vraiment piétiner jusqu'à la porte. Là, je me suis dit « Il faut que je monte voir. Il faut que je monte voir parce que justement, si cette présence, elle est là, je veux la voir. » Et je suis montée et rien. Je n'ai rien vu, je vois rien. On a quand même, on ressent quelque chose, on sent qu'il y a une présence, mais malheureusement, j'ai rien vu. Avec regret, parce que j'aimerais bien. Quand on dort là-haut, on se sent mal, on se réveille toutes les heures. On a des sueurs froides et on peut pas. C'est plus fort que nous, on peut pas. Et c'est vrai qu'une fois, tu m'avais même dit, maman, j'ai l'impression qu'on m'étouffe. J'arrivais plus à me lever. Quelque chose était sur elle et qu'elle pouvait plus bouger. C'était un poids lourd. J'arrivais plus du tout et heureusement que j'avais mon téléphone pour appeler maman. On pense à déménager. Pour les enfants, c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'ils peuvent plus vivre dans leur domaine, dans leur chambre. C'est plus possible. Je poursuis mon expérience et je demande à Pierre de me rejoindre. Il n'a aucun moyen de savoir ce que Stéphanie vient de me dire. Il n'a jamais vu l'intérieur de la maison et ne connaît strictement rien de l'histoire. Saura-t-il ressentir les phénomènes que Stéphanie vient de me décrire? Bon, l'étage en haut à droite. Là, quand je monte, là, je passe par là-bas, à droite. Ah oui. Il se passe quelque chose là-bas. Oui, c'est la chambre de ma fille. En haut, ah, oui. C'est ça, hein? C'est ça. Au fond, là. Oui. Donc c'est là qu'on va aller, de toute façon. Ça part de là. C'est là. Voilà, la chambre de ma fille. Ah, ouais, c'est là. Ouh, c'est dans le coin. Oui. C'est dans le coin. Ouais. D'accord. Elle se pose ici. Oui. Elle se pose ici, juste là. Elle se met là. On entend. Et c'est là que vous entendez ça. Oui. Non? Oui, et c'est vers la porte, c'est ça. C'est exactement Est-ce que je fais là? C'est exactement ça. Et puis elle repart. C'est exactement ça. C'est ça. Et elle vient se mettre là. C'est ça. Comme ça là. Elle se met là. Et quand elle se lève, je l'entends. Elle se met là. Vous voyez ce que je fais là? Oui. Comme ça. Et elle la regarde. Je suis saisi. Tout ce que Stéphanie m'a dit, Pierre Jonas l'a senti sans l'ombre d'une hésitation. Je ne m'explique pas ce qui se passe. Je doutais de Nadège, la médium de Fougeray, mais soudain, mes convictions sont remises en question. S'il était vraiment possible de communiquer avec ces entités. Cherche sa fille, mais pas un bébé, hein. Peut-être une fille d'homme. Plus âgée que la vôtre, mais
dans le même genre, blonde, parce que la dame, elle doit être les cheveux clairs, quelque chose comme ça. J'aimerais bien rencontrer votre fille, si c'est possible. Hein? Je comprends donc que tout vient de Morgane. D'après le médium, cette jeune fille un peu timide et réservée a été choisie par un esprit. À chaque fois, je suis terrorisée. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je suis paniquée et j'en dors plus pendant plusieurs jours. Je me mets dans des états pas possibles. Pierre Jonas souhaite voir Morgane, il y a des choses à lui dire. Elle accepte. J'organise donc la rencontre. J'ai l'impression que cette énergie te suit un peu. Que si tu vas là, si tu vas à côté, si tu vas ailleurs, elle peut être autour de toi. Comme une maman qui suit son enfant. Mais c'est pas plus méchant que ça. Malgré tout, même si tu as peur, il y a quand même un lien. T'es un peu attaché. Reconnais-le. Tu vois? Que tu en as peur, mais tu veux pas qu'elle parte. C'est vrai. Il faut la libérer, il faut que tu dises qu'il faut qu'elle s'en aille. Tu lui feras que du bien en faisant ça. Et ça te fera du bien. Tu vois, quand je te dis ça, tu pleures. Je m'apprête à prendre congé de Stéphanie, mais Pierre souhaite lui dire une dernière chose. Moi, j'ai l'impression qu'ils se sont mis autour de votre fille. Oui. Et qu'ils veulent qu'elle reste. Oui. Donc, ils vous empêchent, vous, de partir. Est-ce que vous avez des problèmes pour sortir, pour bouger, pour aller quelque part? D'ici, ça vous a pris depuis que vous êtes là. Depuis que vous êtes là, ça vous a pris. Donc, en bloquant la mer, on laisse la fille ici. C'est ça. C'est ce que je ressens. Après, à mon avis, ça va faire 1 an et demi que vous êtes comme ça. Depuis que je suis... En gros, hein, moi, j'ai pas la notion du temps, de toute façon. C'est ça, c'est ça. Depuis 1 an et demi, Stéphanie souffre d'une phobie et ne peut pas sortir de chez elle. Comment l'a-t-il su? Stéphanie est sous le choc. Depuis que je suis ici, en fait, moi je croyais que je faisais des crises d'angoisse, que Paris me manque énormément, parce qu'avant on était de Paris. Et tout ce qu'il a décrit, ces sensations, dès que je sors de la maison, que je suis pas bien, ben c'est ça. C'est ça, en fait, j'arrive pas à sortir de chez moi. C'est que je me sens oppressée. On me tire, et plus je m'éloigne de la maison, et plus on me retire, et plus on m'attire vers la maison. Et c'est ça, c'est exactement ça. Tout ce qu'il a dit, en fait, c'est mes ressentis, c'est ce que j'ai. Et je m'ai époustouflée. Je ne pouvais pas poursuivre mon enquête sans m'intéresser aux Dames Blanches. Mythe ou réalité, leur histoire est toujours celle d'une femme, morte dans des conditions terribles et qui revient prévenir les vivants. Ici, dans ce château, une femme avait trompé son mari. L'époux humilié avait tué l'amant et enfermé l'épouse dans une tour jusqu'à ce que mort s'ensuive. Elle passe depuis l'éternité à hanter les lieux. J'entrais en contact avec le comte de Montrond. Il est le propriétaire du château de Puy-Martin dans le Périgord noir. Ici, plusieurs témoins ont déjà croisé cette mystérieuse dame blanche. Peut-être serais-je l'un d'eux. Être enfin témoin direct. Mon rêve. C'est là où aurait été emprisonnée Thérèse de Saint-Clar. Elle aurait été alimentée par la trappe là-haut. Elle avait son lit ou sa paillasse ici. La cheminée, c'était pour le chauffage, cuisine. Et pour lui rappeler que c'était une prison, il y avait quand même 2 barreaux qui ont été enlevés ensuite. Et elle serait restée là, seule, 10, 15 ans, à prier. Et elle serait morte ici. Son corps aurait été emmuré là. Depuis près de 600 ans, Thérèse de Saint-Clar apparaîtrait régulièrement. Le comte ne l'a jamais vue, mais son père en aurait fait la terrifiante expérience. En général, elle apparaît dans la pièce. Parfois, mon père l'a vue dans l'escalier. Et parfois, on la voit qui se promène sur les créneaux derrière, côté nord. Mon père m'a dit toujours, il l'a vue, mais lui, il a dit, elle n'est pas mauvaise. Ça, c'est ce qui est bien. C'est pas un mauvais esprit. La Dame Blanche est apparue à des hôtes qu'on a eus il y a 5-6 ans. Et ils étaient venus passer 4 nuits ici. Et c'est la 4e nuit, l'ultime nuit, que la dame a vu la Dame Blanche. C'est au milieu de la nuit qu'elle s'est réveillée et qu'elle a vu au plafond comme une silhouette blanche, translucide, qui passait comme ça. Et c'est quand cette silhouette est arrivée juste au-dessus de son lit, juste au-dessus d'elle, que là, elle s'est sentie comme sortir de son corps et aller au contact de cette entité.
Pour elle, c'était une évidence. C'était pas un rêve, c'était pas... elle l'avait vraiment rencontré. D'après elle. Son mari, par contre, qui était pourtant à côté d'elle, lui, il n'a rien vu du tout. Lui, il a dormi sereinement, tranquillement. Je quittais le château de Puy-Martin, conforté dans le sentiment que certains mythes trouvent leur origine dans des événements réels. Après, notre imagination souvent travaille vite, c'est vrai. Mais je n'en avais pas terminé. Depuis le début, beaucoup de choses me paraissaient étranges. Comment expliquer l'apparition du petit garçon sur la photo prise à Amityville? Ahem, d'où proviennent ces rires d'enfants? Comment expliquer les bruits de pas entendus régulièrement chez Stéphanie et Morgane? À ce stade de mon enquête, il m'a paru comme une évidence que je devais désormais moi-même expérimenter une maison hantée. Je décidai de retourner au château de Fougeray. Des voix, des apparitions, une main invisible. À défaut de trouver les preuves dont je rêvais, peut-être vivrais-je une rencontre avec l'au-delà. J'y étais prêt. Mais je n'irais pas seul. Mes compagnons seraient des professionnels. On les appelle les RIP, Recherche Investigation Paranormale. Anthony et Denis possèdent un équipement ultra sophistiqué, capable de capter le moindre courant d'air suspect. Il y a quelques années, ils étaient déjà venus à Fougeray. Ils avaient enregistré des phénomènes très étranges. Quoi? Derrière, mais c'est pas possible. Les bruits de meubles sont fait entendre 5-6 fois de suite. Des sanglots, des bruits qui courent de gauche à droite, des craquements en réponse. Moi, j'ai entendu un ricanement avec l'ampli. J'ai pas entendu un ricanement. Là, je te jure qu'il y a quelqu'un qui joue avec nous. À 2h du matin, j'arrivais au château. Anthony et Denis avaient déjà installé leur matériel. Je pense qu'on va te faire vivre une expérience que tu risques pas d'oublier, ce qu'on appelle plutôt une expérience aux frontières du réel, d'accord? Quelque chose qui n'est pas forcément commun, mais qui peut-être va réveiller un questionnement chez toi, une interrogation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre en situation, on va te mettre seul à notre place, après t'avoir expliqué, je vais dire, les rudiments, en tout cas les bases de comment on puisse opérer dans une pièce. On ne se targue pas d'être des scientifiques, mais par contre, on va s'inspirer de la méthodologie scientifique. C'est-à-dire que notre démarche va faire en sorte qu'on va partir de certaines hypothèses et on va essayer de trouver des faits avec des données quantifiables pour les analyser. On va utiliser un matériel précis, selon des cas précis par rapport à la légende ou la hantise du lieu, même si nos outils principaux sont nos sens. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Pourquoi avoir peur? Si tu as peur, il y a une auto-persuasion, tu crées ta hantise psychologique et déjà ton résultat est faussé. Donc là, on va partir avec les EMF, les détecteurs de champs électromagnétiques, un enregistreur, une caméra et un thermomètre pour capter peut-être des fluctuations thermiques qui peuvent arriver. Et ensuite, on va se balader dans le château et après, on va te laisser seul. L'expérience commença dans les étages du château. Ici, on entend souvent, paraît-il, des murmures ou des bruits de meubles qui se déplacent. On sent aussi des présences. Il est 3h du matin. Je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Tu vas voir l'ambiance qu'il y a dans les étages qui est complètement différente d'où on vient. On va y aller. À l'étage, rien. J'ai souhaité alors passer du temps dans une pièce clé du château, la crypte. Ici sont enterrés 3 corps. Personne ne sait qui ils sont. De nombreux visiteurs disent avoir été touchés à l'épaule. D'autres avoir entendu la voix d'un homme. C'est dans cette pièce que j'espérais être enfin témoin d'un événement surnaturel. Je l'avoue, j'étais un peu anxieux. Notre métier, c'est aussi ça, c'est de la science d'observation. Donc principalement, vous avez entendu à l'étage? Est-ce que tu as entendu à l'étage? En plus, on vient d'arriver. D'où venait ce bruit? À l'étage, il n'y avait personne. Et pourtant, je n'ai pas rêvé. Nous étions 3 à l'avoir entendu. Anthony et Denis m'équipaient. La tension monta d'un cran. Est-ce que tu te sens prêt? Alors on va y aller et on va te laisser seul.
Je passais le reste de la nuit seul dans la crypte, à attendre la confirmation d'une présence invisible à mes côtés. En sortant de la crypte, j'étais songeur, incapable de me prononcer. Mais en tout cas, comme toujours, j'avais tout essayé pour tenter d'expérimenter les choses par moi-même. J'avais en mémoire les sons et les voix enregistrés par Véronique, la propriétaire du château. Celle notamment qui disait de façon très nette « T'es qui ?» T'es qui? C'est avec un appareil, une photo normale. Véronique avait pris aussi des photos. Vous le savez, je ne suis pas un gogo. Je tente toujours de trouver une explication rationnelle à ce qui semble inexplicable. Mon prochain interlocuteur pourrait peut-être m'en fournir une. Florent Martin fait partie du laboratoire de Zététique, cette association de scientifiques qui cultive l'art du doute. J'ai souhaité lui faire écouter les enregistrements, je voulais le confronter à ce phénomène. Quasiment toutes ces bandes-son sont de très mauvaise qualité. Elles sont noyées dans le bruit, il y a un souffle énorme derrière. Le système qui a servi à encoder le fichier a été fait avec une très mauvaise qualité, ce qui fait que ce qu'on entend, en fait, on entend beaucoup de ce qu'on appelle des artefacts audio, c'est-à-dire des sons qui n'étaient pas là dans l'enregistrement, mais que la compression du fichier a généré. T'es qui? C'est avec un appareil, une photo normale. Si c'est réellement des morts qui sont en train de nous parler, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à les lire sans les sous-titres ? Et puis comment se fait-il que les phrases dépassent rarement 4 syllabes ? Si les fantômes étaient réellement capables de nous parler, je pense qu'ils nous diraient autre chose que des « qui tais-toi » ou les discussions seraient un poil plus intéressantes. Ces sons ne seraient donc que des hallucinations auditives ou des interprétations. En clair, notre cerveau a besoin de rapprocher les sons qu'il ne connaît pas de ceux qu'il connaît. Et que dire maintenant des photos ? Je présentais à Florent Martin cette image prise par Véronique à Fougeray. Elle y voit nettement une entité. Si vous montrez cette photo à n'importe qui en lui demandant « décris-moi cette photo », il va vous dire je vois je sais pas, une sorte de meuble, une cheminée avec un nuage de fumée devant, manifestement éclairé par le flash ou quelque chose comme ça. Quand les photos sont vraiment évidentes, tout le monde voit la même chose. Enfin, vous montrez à quelqu'un une photo d'éléphant, tout le monde voit un éléphant de manière instantanée, quoi. Parmi les éléments qui peuvent arriver à fabriquer des spectres dans votre photo, il y aurait par exemple la buée ou la vapeur que vous expirez en fait, au moment où vous appuyez sur le bouton de votre appareil photo, qui peut faire une sorte de brume devant l'appareil, ou alors tout simplement vous venez d'enlever votre gant si vous êtes à un endroit où il fait froid, pour pouvoir appuyer sur le bouton de l'appareil, et en fait ce que vous voyez c'est l'humidité de votre main en fait, qui fait une sorte de brume devant l'appareil et qui est mis en évidence par le flash. J'avais entendu parler d'un autre phénomène, les orbes. Vous l'avez peut-être vous-même expérimenté. Ce sont ces taches blanches qui viennent polluer des photos sans raison apparente. Pour certains, il s'agit de manifestations de l'au-delà. Si vous faites des photos en extérieur, votre flash il va porter sur les 3 premiers mètres, le fond du décor sera complètement noir, pour peu que la terre soit un peu sèche et qu'il y ait des particules en l'air comme de la poussière. Votre flash va les éclairer et c'est extrêmement facile de faire en été des photos de orbes avec un appareil compact dans ce genre de conditions. Si j'en crois Florent Martin, ces orbes n'auraient donc rien de surnaturel. Poussière, pollen, flash, autant d'éléments qui pourraient créer l'illusion. Dans tous les cas, c'est notre cerveau qui nous jouerait des tours. Cette thèse est d'ailleurs défendue par la psychologie. Le test de Rorschach montre que notre cerveau rapprocherait une image qui ne correspond à rien d'une image que l'on connaît. Dans cette tache d'encre, certains verront un lapin, d'autres une chauve-souris. On arrive à donner du sens à des choses qui n'en ont pas forcément, quoi. Cependant, cela n'explique pas tout. Un gendarme à la retraite m'envoya ces quelques mots. Connaissez-vous l'affaire de Vaillocès ? Un cas bien singulier dans le sud de la France. Dans cette maison, des bruits inexpliqués avaient été entendus par un grand nombre de personnes, y compris les gendarmes et le maire. On ne parle plus là de quelques témoins épars ou peu fiables. Dans toutes les maisons, il y a des bruits, de charpente, de dilatation. Mais enfin, au bout d'un moment, on a entendu les bruits et c'est assez angoissant un peu. Les bruits vont de
d'une vingtaine jusqu'à 110 à peu près. Mais le plus, ça a été il y a 15 jours. Ça l'a fait 113 fois environ. D'après mes documents, c'est le maire lui-même qui aurait repris l'affaire. Bien décidé à comprendre ce qui se passait, il avait réuni tous les experts capables d'expliquer ces bruits. Première hypothèse, ce seraient les canalisations qui seraient à l'origine de tout. On décide donc de fermer tous les robinets. Cependant, les bruits persistent. C'est donc un expert en génie civil qui est mandaté. Je retrouve les images de cette réunion à la mairie. Je n'ai rien vu d'anormal. Hein. Aucune fissure, rien qui pourrait me laisser croire qu'il y a des mouvements de maçonnerie. D'ailleurs, je pense que les bruits ne ressembleraient pas à celui que j'ai entendu. Là non plus, aucune explication tangible. Nouvelle théorie, la psychokinésie. Ce serait l'esprit des habitants de la maison qui provoquerait tous ces phénomènes. Nous avons émis l'hypothèse d'un phénomène parapsychologique. J'ajoute que qui dit phénomène parapsychologique dit phénomène naturel. À ce stade, deux théories s'opposent. L'une géologique, selon laquelle les bruits trouveraient leur origine dans le sous-sol et se transmettraient par résonance. L'autre, parapsychologique. Dans ce cas, les bruits seraient produits à distance par le dérèglement du psychisme des propriétaires. Les experts envahissent donc la maison. Les partisans de la théorie géologique s'activent. Au milieu de la nuit, deux coups très nets. Les géologues pensent qu'ils proviennent d'une source souterraine, mais n'ont aucune preuve. Dans une pièce voisine, les partisans de la thèse parapsychologique tentent une expérience. Cet appareil est un générateur aléatoire. Madame Boudon doit penser fortement à un chiffre pour le faire sortir. Alors qu'une personne normale a 30% de chance environ de perturber les lois du hasard, elle dépasse les 95%. De quoi rester perplexe. La femme a donc un psychisme très fort, mais est-elle capable de provoquer ces bruits ou sont-ils le fruit de phénomènes paranormaux? Aucune certitude. Des années après, personne n'est capable de dire ce qui s'est passé. Et ce genre de phénomène inexpliqué n'est pas isolé. À des centaines de kilomètres de là, c'est tout un village qui a observé des incidents violents dans une maison. Là, un réfrigérateur aurait été renversé. Ici, les couteaux auraient volé, les ampoules auraient sauté tout en même temps. Pourtant, aucun séisme n'a été ressenti dans la région et l'existence d'un champ magnétique n'explique rien. Les occupants ont déserté leur maison, n'y sont jamais revenus. Ces phénomènes ont duré 2 jours, et puis plus rien. Personne n'a souhaité nous en parler depuis, de peur de ne pas être pris au sérieux. Comme à Vaillocès, le maire a tenté de trouver une réponse à ce mystère. Il a fait venir des scientifiques, mais aucune explication rationnelle n'a été donnée. Tout au long de mon enquête, j'ai rencontré des personnes ébranlées par ce qu'elles avaient vécu. J'ai été complètement paralysée par la peur. Hein. À chaque fois, je suis terrorisée. À chaque fois qu'il y a quelque chose, je suis paniquée. Et... Sincèrement, ça m'a vraiment bouleversé. Et j'avais moi-même expérimenté un phénomène pour le moins étrange, pour lequel aucune explication n'existait. Vous avez entendu à l'étage? Stéphane Alix avait peut-être la réponse à mes ultimes questions. Cet ancien reporter de guerre a fondé en 2007 l'Institut national de recherche sur les expériences extraordinaires, l'INRES, consacré à l'étude des expériences humaines inhabituelles. Il avait forcément des idées et des infos. J'ai fondé l'INRES parce que je pense qu'il était nécessaire que ces phénomènes-là puissent être abordés à la fois avec un regard beaucoup plus objectif et sérieux qu'il ne l'était jusqu'à présent, et surtout en essayant de proposer au grand public une information qui soit un peu solide sur ces sujets-là. Ce qui m'a frappé, c'est que, ces phénomènes sont indiscutables, leur occurrence est aujourd'hui indiscutable. Il faut être vraiment totalement aveugle, totalement borné pour continuer à se dire qu'on a affaire qu'à des charlatans ou des gens qui se trompent. Enfin, ça, je ne comprends pas qu'on puisse encore même simplement, rationnellement pouvoir se dire des choses comme ça. 2, la science n'est pas à même de fournir un cadre d'explication à ce qui se passe. Mais alors, si la science ne peut pas expliquer ces phénomènes, comment se positionne-t-elle vis-à-vis d'eux? La science a toujours fait des avancées grâce aux anomalies. Quand une théorie scientifique vous permet d'expliquer la réalité, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas censé être possible. Les météorites en étaient une, par exemple. Il y a un peu plus de 2 siècles, on rapportait aux scientifiques de l'époque, notamment à Lavoisier, que des météorites tombaient du ciel. Son système scientifique de l'époque lui permettait avec beaucoup d'assurance de dire que tout ça c'était des falaises et que les météorites n'existaient pas. Aujourd'hui, on a compris qu'effectivement, si, il y a des météorites qui tombent du ciel, ça existe, c'est tout à fait intégré.
Mais c'était à l'époque une anomalie qui a permis de faire une avancée dans la science. Et aujourd'hui, je pense que ces phénomènes inexpliqués, les phénomènes de hantise dans les maisons et tous les autres phénomènes surnaturels sont des anomalies qui interrogent la science sur ses capacités de savoir et qui vont nous permettre, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, de ne plus les considérer comme des phénomènes paranormaux ou surnaturels, mais des phénomènes naturels qu'on aura mieux compris. Peut-être la science trouvera-t-elle un jour des réponses, mais j'avais envie de connaître l'intime conviction de Stéphane Alix. J'aime bien cette hypothèse qui est celle de dire que nous vivons dans un monde où l'invisible est extrêmement présent. Et le seul problème, c'est qu'on ne le voit pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Donc nous ne sommes pas que ce que l'on voit aujourd'hui. Je suis autre chose que ce corps. Si je meurs, il y a de fortes chances, enfin j'en suis assez convaincu aujourd'hui, que je poursuive mon existence autre part. Il n'est pas du tout scientifique et rationnel de dire que la vie s'arrête après la mort. Ça n'est pas étayé par aucune recherche scientifique et aucun argument scientifique. Pas plus qu'il n'est étayé de dire que ça continue. Mais les deux hypothèses sont ouvertes. La science ne peut pas tout expliquer. Elle ne peut pas non plus prouver que cela n'existe pas. Impossible pour moi de douter du témoignage de toutes ces personnes que j'avais rencontrées. Elles avaient toutes l'intime conviction de la réalité de ce qu'elles avaient vécu. Quant à moi, même si je n'en connais pas les contours, je sais que notre monde en côtoie un autre, invisible, mais que nous touchons parfois du doigt. Au fait, avant de refermer ce dossier, j'aimerais vous faire un aveu. Dans la crypte, au château de Fougeray, lorsque je traquais les fantômes qui terrorisent la famille Geoffroy, quelqu'un a frappé sur mon épaule. Quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Personne de visible.